Nous brossons justement l'actualité de la semaine. C'est pourquoi nous allons commencer par la démolition de la clôture de la résidence de Joseph Kabila. Le PPRD parle d'une provocation et la question de savoir à quel niveau c'est une provocation, parce qu'on aurait appris que Kabila aurait bloqué les passages qui appartiennent justement à l'État. On se pose la question à quel niveau c'est une provocation. Certainement, notre ami Marlik du PPRD va certainement répondre à cette question. Nous allons revenir sur la guerre entre les catholiques et le Réveil. Vous savez, Dodo Kamba, représentant de Réveil, de l'église de Réveil, a demandé aux chrétiens de se tenir debout, d'être prudents. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que l'église catholique puisse s'accaparer de ce processus électoral, et il veut à ce qu'il y ait transparence, vrai, mais que la CENI, par les billets de Denis Kadima, puisse faire le travail et non l'église catholique. Pour terminer, on va parler également du renouvellement du mandat de l'EAC. Vous le savez, le mandat de cette force régionale devrait prendre fin normalement à partir certainement, si j'ai bonne mémoire, de ce 8 septembre. Mais ça a été renouvelé pour 3 mois. Pour quelle raison? Pendant que la société civile de l'Est manifeste justement pour le départ de cette force régionale qu'on estime ne pas apporter grande chose aux côtés de FRDC. On en parle avec nos invités. Marlik, je l'ai dit, du PPRD est avec nous. Georges Moubiedi, il est cadre du parti politique INC. Enfin, David Motomungu, lui, il est analyste indépendant. Et avec eux, nous allons réfléchir autour de toutes ces questions. Je commence à ma droite parce que c'est le premier sujet retenu. J'aimerais commencer avec notre ami du PPRD. Bonjour et bienvenue à vous, Marlik. Démolition de la clôture de la résidence de Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République. Vous parlez de la provocation, c'est à quel niveau? Oui, merci beaucoup Nathan pour l'invitation, mais également merci à toutes les personnes qui nous regardent. Également, je voulais profiter pour saluer mes co-débatteurs. J'aimerais à ce que les niveaux puissent être à la hauteur, les niveaux de débat, parce qu'il y a des personnes très intelligentes et également des spectateurs très sérieux qui nous suivent en ces moments. Très bien. Pour répondre à votre question, oui, on parle d'une provocation parce que ce n'est pas une première. On s'est dit que ce n'était pas en fait la peine, ou soit personne, vous savez, personne n'est contre le fait de démolir ces murs. Personne n'en est contre. Il y a nos amis de l'Union Sacrée qui s'attaquent beaucoup plus aux propos des camarades secrétaires permanents du PPRD parce qu'il avait dit, parce que ce jour-là il avait dit un mot, mais je voudrais quand même ici soulever un point. Personne n'est contre le fait de démolir ces murs. On est contre simplement la procédure. Il n'y a pas très longtemps ici, Jean-Timmy Ngobila, le gouverneur de la ville, devrait en principe casser certains, dans les artères principaux, il devrait en fait casser les bistrots, les terrasses, mais quand même, parce que bien qu'il ait le pouvoir, mais quand même il a procédé d'une manière que tout le monde connaît, il a averti, ok, par écrit, tous les responsables. Vous avez dit dans autant de jours, il leur a donné un délai, autant de jours nous viendrons en fait pour casser, et c'est ce qu'il avait fait. Et aujourd'hui, on était surpris de voir que, ben voilà, 3 jours après le massacre de Goma, ben voilà, il y a les Moura qui sont venus pour casser en fait, pour démolir, n'est-ce pas, la résidence de l'ancien premier chef d'État. Mais pourquoi on parle d'une provocation? Parce que depuis que... Attendez, Marlik, je rappelle que c'est une émission bilingue. Effectivement. Ouais, si vous pouvez également réfléchir en ligne à la... Ne vous en faites pas. À tout le monde de bien comprendre. Ne vous en faites pas. Je suis en train de dire ceci. Pourquoi nous parlons d'une provocation? Pourquoi c'est mal la famille Kabila? Il faut savoir une chose que Joseph Kabila, comme étant ancien président, il y a une loi depuis 2018, je crois, qui est la loi sur la protection des anciens présidents, je crois l'article 3, qui parle quand même de ce qu'il faut pour le président de la République. Dans ce loi, il y a des mesures qui sont exceptionnelles, n'est-ce pas, pour protéger la famille présidentielle, la famille du président sortant ainsi que sa famille. Et même, la loi même dit qu'il y a aussi la dignité, l'honneur à donner à l'ex-président élu. Alors, président de la République, Joseph Kabila, qui n'est plus aujourd'hui président, je crois que non, on devrait quand même lui donner une certaine honneur, une certaine dignité par rapport à certaines réactions. Alors, nous allons nous souvenir qu'il n'y a pas très longtemps ici avec Plus Mabilou, sur l'avenue Colonel Tchatch, il a failli prendre en fait l'habitation de maman Olivier Megabila pour en faire cadeau au président turc. Il n'y a pas très longtemps, mais je vous signale. Attendez. Toké Malembe. Donc, Plus Mabilou, à la résidence, il y a Olive. Apesango, cadeau et pas président turc. Ouais, il n'y a pas très longtemps. Voilà. Très bien. Il n'y a pas très longtemps, on a venu Likasi. Plus Mabilou également. De manière à salir des guerres illégales.
na habitation ya honorable Zoé Kabila na Boutou ba mpemba yaki ba sali de manière ba yaki bazaki lourd de armée ba ye po ba bimisani ni biloko ni ya honorable Zoé po ba boter le pango wana il y a beaucoup de choses. Il y a pas très longtemps ba oto kangana ni chef de sécurité nani il y a Joseph Kabila ba pekisi ba voyage au nom du respect, au nom de la dignité d'un président en exercice qui a exercé dans ces pays sortants, qui était élu, quand même, ce sont des choses qu'il faut en fait bannir. Mais aujourd'hui, Baëli Soussou, sans Mukanda, sans qu'on prévenir, sans Nini, écoute, Baëli directement, il faut pas boucler la buissonnière, Mirna, et Bazo, Bakeno, Baëli va Fungolanzela, mais écoutez, Baëli va Fungolanzela de quelle manière? Surtout pour proximité au Fungolanzela, mais attendez, s'il vous plaît. Comment un individu a couru au Kanga, Nzela ou à l'État, à Kangi Yango? D'ailleurs, Bazolo Bakutu, ceux qui place président de la République à Fandaka, ceux qui coûtent Bazo Leka, Liboso, place président en fonction à Fandaka, a fortiori ancien président. Nabiboy, Nabande Lissous, Moutaza contre Kobuka, Azate. Moutaza contre Kofungolanzela ne Baoloba, Azate. Toza contre de manière Basalili Yango. Na casquette ya que Mouto Bazo Salango Azani, président de la République sortant. Ozaki élu, enfin merci, ancien président de la République. Ozaki élu. Alors, c'était simple. Tout le monde a même, on a un exemple tout à l'heure, où Gentil Gobela, ça qui n'a pas terrasse. Après, il y a une terrasse. Mais prévenez qui va comme il va Mukanda. Donc, au Cali, c'est vraiment manque de respect envers le président Joseph Kabila. Mais pour la terrasse, va avertir. Mais pour la résidence, c'est le président, va avertir, il était Babuka. Je crois que non, et c'est l'eau qu'il faut au téléménage. Alors, il faut pas respecter, mais, pour ça que Félix Tshisekedi a créé le morobo et pratique morobo oyo et il peut baluker le lobby parce qu'on a sous président. Mais non, il n'y a pas aux présidents comme ancien président. Alors, il y a l'État toi quand il dit là. Non, je suis sur le plan et respect. Respect on n'a pas aux en a besoin en mais en conclusion, biso toza ko lobaboy nga personnellement avec ko lobaboy. Il y a eu le 30 oyo ba massacre, il y a plus de 200 familles au Baolela. D'après société civile à Est, il y a eu au moins 150 personnes. 150 familles ont fait en pleurs. Je crois que les bases actualité ont dominé le monde. Alors il fallait mettre en place une autre actualité pour la remettre aux Ipaïs du Souana. Il y a un moment qui n'a été au Simba. Parce que tout à fait c'est la superstar. On a peu effacer l'actualité, on a créé l'actualité. C'était ça la stratégie. Mais malheureusement, ils n'ont pas reçu parce que par rapport à compte tenu il y a vigilance, il y a population, je crois que la population a zone neka ali susu. Si les lois masolo zo beta maraga, il y a qui vous kuna je pense que d'abord le gouvernement a peut-être la solution prompte pour na koyeba na koya na secours ya ba famille so baza. On va revenir sur ces dossiers quand nous allons parler du renouvellement du mandat de l'EAC. 5 minutes pour Marlik du PPRD. Merci pour vos analyses, surtout pour cette précision sur ce dont vous appelez provocation de la part du pouvoir. Il est avec nous, Georges Moubiedi, INC. Bonjour et bienvenue à vous en cravate rouge, synonyme de la couleur de votre parti, c'est vrai. Vous avez 5 minutes également pour réfléchir sur cette question. Les PPRD parlent d'une provocation. Il dit que c'est un ancien président de la République qu'il faut vraiment respecter, Joseph Kabila, parce que prochainement, Tshisekedi sera également ancien président. Il voudra à ce que l'on puisse également le respecter. Vous avez 5 minutes pour votre analyse. Merci beaucoup, M. Nathan. Je salue les amis qui sont sur le plateau avec nous et je salue les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre. Et sur la question de la démolition, je suis en train de rire depuis que cette actualité est arrivée. Vous êtes en train de rire? Oui, je me dis, nous voulons le changement, mais nous ne sommes pas prêts pour le changement. Très bien. Le Congo est grand et le Congo exige de nous de la grandeur. Le président de la République a beaucoup à faire, comme le gouvernement a beaucoup à faire pour répondre aux besoins de la population. Et il n'est pas là pour aller provoquer un individu, un citoyen, qu'il est censé les protéger. Très bien. Comme il protège les amis qui sont ici avec nous sur le plateau. Donc, il n'a pas raison d'aller il n'a pas raison et il n'a pas un intérêt. Très bien. Parce que nous le savons. C'est une avenue qu'on a bloquée. Vous savez, à Kinshasa, on a un problème aujourd'hui avec des avenues, un problème aujourd'hui avec des embouteillages. Bon, comment comprendre qu'un individu qui bloque l'avenue et bloque le passage, les gens ne savent pas passer à lui seul. Donc, on privilège l'intérêt personnel à la place de l'intérêt supérieur de plusieurs individus.
Non, mais pourquoi on doit parler d'une provocation comme ça? Parce que ce n'est pas la seule avenue. Il y a d'autres avenues. Si vous lisez la lettre que le directeur de la garde républicaine a écrite au secrétariat du ministre de l'Habitat, oui, il n'y a pas que cette avenue-là. Il y a d'autres avenues. C'est-à-dire c'est une procédure qui vient d'être commencée et cette procédure-là va continuer dans d'autres avenues. Mais si on doit venir se victimiser, ça c'est ce que je trouve. Alors, mais Georges Le Péperdé se victimise dans le sens où la famille Kabila n'a pas été informée, n'a pas été saisie. Marlik l'a dit. Jean Ngobila, lorsqu'il était en train de démolir les constructions anarchiques, il a quand même saisi, il a informé, il a donné un délai, surtout à ceux qui ont de bars tout autour du boulevard, des avenues. Il leur a demandé, voilà, après 1 ou 2 semaines, après 10 jours, je viendrai pour démolir. Question que chacun puisse prendre de précautions. Mais avec Kabila, ce n'est pas le cas, raison pour laquelle il parle d'une provocation. Oui, mais la décision, par exemple, du gouverneur Jean Ngobila de démolir ou encore enlever tout ce qui était sur des avenues et tout. Et aussi, prenez en compte même l'espace qu'occupait l'ancien président Joseph Kabila. C'est-à-dire, il était même presque dans cette note-là. Donc il était averti. Oui, il était même averti. Il était même averti sur base de ça. Mais c'est juste parce que là-bas, on n'est pas arrivé. Et aujourd'hui... ça va mollo, mollo. Ça va mollo, mollo. C'est-à-dire, il n'était pas accepté par rapport à cette décision. Cette décision le frappait aussi. Mais juste, la famille de Joseph Kabila cherche à trop se victimiser sur des questions, je ne sais pas, depuis que le président Joseph Kabila est parti. Sur chaque question, il faut se victimiser. Et sur chaque question, il faut presque lapider le pouvoir en place. Bon, je ne sais pas, donc on doit aujourd'hui tolérer qu'un individu puisse bloquer la route à plusieurs populations, puisse faire souffrir le reste de la population au détriment de son intérêt personnel. Et peut-être là où il n'habite même pas. Parce que vous avez vu, lorsqu'on a démoli, vous avez vu en quel état est cette maison-là. Donc on bloque une avenue, et puis c'est une concession presque vide, qui est très sale d'ailleurs, vous avez vu l'état de cette parcelle, et on pénalise toute une population. Et le président de la République est là, pas pour protéger le seul citoyen Joseph Kabila, mais pour protéger toute la population. Aider toute la population, permettre à tout le monde de vivre de manière heureuse et à tout le monde d'évacuer librement à ses occupations. Lorsqu'il y a une avenue où les gens devaient passer calmement et qu'il y a un individu qui vient et qui bloque, non. On parle d'une provocation aussi parce qu'on a vu la forte présence de l'armée avec des armes. Est-ce qu'il y avait vraiment, c'était intéressant d'envoyer l'armée lourdement, permettez-moi la tautologie, lourdement armée comme ça, pour démolir simplement la clôture de la résidence d'un ancien président? Est-ce qu'il y avait à craindre? Est-ce que Kabila entraînerait une milice? Pourquoi? C'est raison pour laquelle on a envoyé une armée pour démolir? Bon, d'abord, le premier jour, lorsque la procédure a commencé, on n'a pas vu une présence de militaires armés. On n'a pas vu ça. C'est lorsque la question a pris un peu une ampleur, l'actualité et tout, c'est là, nous sommes dans la ville et dans la capitale. Très bien. Et en plus, dans la commune de la Gombe, là où il y a les sièges de plusieurs institutions. C'est toujours normal que lorsqu'on veut entamer une action comme ça, qu'on renforce la sécurité pour protéger les personnes et leurs biens. Très bien. Merci beaucoup, Georges Moubiedi. Il est analyste indépendant. Est-ce du côté pouvoir ou du côté opposition? Parce que nous connaissons comment nos analystes indépendants fonctionnent. Il s'appelle David Motomungu. Bonjour et bienvenue à vous sur ce plateau. 5 minutes également pour réfléchir sur la question de la démolition de la clôture de la résidence de Joseph Kabila qui a barré en tout cas le passage qui appartient justement à l'État. Bonjour cher Nathan, je commence d'abord par vous remercier pour l'invitation. Des deux, je salue tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout. Je salue mes camarades avec qui nous partageons ces plateaux et que j'ai l'habitude de dire que nous avons transformé en tribune de réflexion. Je suis étonné lorsque je vous entends dire que vous
vous vous interrogez sur mon indépendance. Non, je suis indépendant. C'est pas pour ma première fois d'être sur ces plateaux. Mes analyses, mes analyses. Nous connaissons comment nos indépendants, nous ici, fonctionnent. Non, soit ils pourraient être de l'opposition ou de l'Union sacrée. Laissez-moi parler. Allez-y, vous avez du temps. Je disais que ce n'est pas pour ma première fois d'être sur ces plateaux. Je pense que je ne viens pas d'ailleurs seulement pour vous. Nos téléspectateurs sont là. Je crois qu'on lira les commentaires après l'émission. Et laissez-moi ici le temps de saluer celle que j'appelle la Marguerite Thatcher du Congo, en la personne de Madame la gouverneure de la Tchopo, Madeleine Mikomba. Je sais que la dernière fois ici que j'ai tout simplement émis des salutations ici, vous avez quand même voulu qu'on fasse un débat là-dessus. Moi, par contre, je vous lance une invitation. Je crois que dans les jours qui viennent, je serai à la province de la Tchopo. En tout cas, vous allez venir avec moi. Ce serait vraiment un grand souhait. Et je crois que rien ne nous empêcherait pour y arriver. Merci beaucoup. Alors, j'en viens sur la question de la démolition de la résidence de l'ancien président Joseph Kabila. J'ai entendu des éminents analystes ici aborder des questions fort malheureusement avec partisanerie. Vous voyez maintenant ici, là où mon indépendance sera jugée. Parce que c'est une question qui concerne, bien évidemment, je dirais même la vie de la nation. Vous savez, je vais aborder une notion ici qu'on appelle en sciences politiques la notion de l'abus du pouvoir. Pourquoi la notion de l'abus de pouvoir? Parce que l'ancien président de la République, Joseph Kabila, a géré cette République à peu près 20 ans durant. Je pense que peu de 20 ans, cette résidence qu'on appelle GLM communément, a été reconnue ou soit connue comme étant son bastion, voyez-vous. Donc c'était un lieu où lui, il avait érigé en tout cas son état-major, je dirais même ça. Mais après l'avènement de ce pouvoir, je crois que 5 ans maintenant, nous constatons, comme l'a dit celui du PPRD, comme une sorte d'acharnement sur cette famille-là. Je vais aborder cette question-là sur le plan des principes. Vous avez posé une question ici qui était très importante. Qu'est-ce qui justifiait, par exemple, la forte présence des agents de la garde républicaine? Conformément à la Constitution, la garde républicaine a pour mission de garder le chef de l'État et sa famille. Maintenant, je ne comprends pas dans la résidence de l'ancien président Joseph Kabila, qu'est-ce qui mettait en danger la vie du chef de l'État qui justifiait la présence de la garde républicaine? Parce que ici, il faut rappeler, on dit que les compétences sont d'attribution. Est-ce que vous pouvez me prouver, poser la question à mon ami de l'Union sacrée ici, conformément à la Constitution, une question qui relève des affaires foncières, qu'est-ce qui justifie la présence de la garde républicaine? On me dira ici, oh non, c'est le chef de l'État qui a instruit. Non, le chef de l'État instruit le gouvernement, c'est bien défini constitutionnellement dans le cadre du Conseil des ministres. Vous voyez? Et c'est lui, il instruirait maintenant au ministre qui a les affaires foncières, n'est-ce pas, dans ses compétences, pour voir cette problématique-là. Parce que, je vais vous faire une liaison. Vous savez, moi j'ai toujours l'habitude de faire la corrélation. Vous avez vu les carnages qu'il y a eu à Goma. D'ailleurs, ici, moi je ne comprends pas, et permettez-moi d'ouvrir une parenthèse que je fermerai rapidement. On a à rappeler les gouverneurs militaires ici pour consultation. Comment vous allez rappeler un militaire pour consultation alors que c'est lui qui gère la province, il est militaire de surcroît et ce sont des militaires qui ont commis des crimes d'État, vous dites que vous les rappelez ici pour consultation. Et puis j'ai vu les simulacres de procès qu'ils sont en train d'organiser. On a pris seulement des jeunes gens qui viennent d'intégrer l'armée ici. En fait, ils sont devenus comme des victimes expiatoires. Alors que on va y revenir. La première personne qu'on devait interpeller, c'était lui. Donc, je disais ici que les compétences sont d'attribution. Moi, je ne comprends pas. Là où nous avons besoin de la présence de notre armée, exemple à Bunagana, à Rutshuru, malheureusement, nous ne les voyons pas. Mais là où il y a peut-être des problèmes qui doivent être résolus, par des ministères qui ont des compétences là à leur attribution, on voit très rapidement dépêcher l'armée. Non, nous sommes contre ces pratiques-là. C'est pourquoi nous disons ici, c'est une question par exemple qui relève de la compétence des affaires foncières quelque part, d'autre part de la compétence de la ville, aussi de la compétence, j'ai vu aussi le bourgmestre Loumande s'est prononcé là-dessus. Je crois qu'il pouvait juste se réunir et voir s'il fallait, et je ne sais pas moi, démolir cette concession-là pour pouvoir libérer la voie, les faire de manière démocratique, les faire de manière procédurale, comme on a dit ici. Donc respecter la procédure, parce que
celui qui est ancien président aujourd'hui était président hier. Ça voudrait dire aussi que celui qui est président aujourd'hui sera aussi ancien président demain. Donc, nous avons tout intérêt à protéger ce que moi j'appelle, ils sont aujourd'hui comme des symboles de notre République. Merci. Tshisekedi est président aujourd'hui, que ceux qui sont en train de les flatter là, ils étaient hier avec Kabila. Donc, qu'ils soient sages, qu'ils ne se larguent pas dans de telles pratiques qui font reculer la République. Merci beaucoup David Motomongo, analyste indépendant. Vous avez certainement compris si il est vraiment indépendant comme je l'ai dit. Deuxième sujet, guerre entre les catholiques et l'église du réveil. D'une part, c'est l'abbé Donatien Cholet qui fait de révélations, qui reproche justement les comportements de la CENI vis-à-vis de l'organisation des élections. De l'autre côté, c'est Dodo Kamba qui réplique. Marlik, vous avez la parole. À ces stades, les catholiques, la société civile qui est censée justement créer un climat de paix, question d'apporter un plus sur l'organisation des élections, parce qu'il faudrait rappeler que ce sont le religieux qui ont désigné le président de la CENI, mais enfin, ces mêmes églises s'entretuent également, s'entre-déchirent. Votre lecture en 5 minutes encore. Alors, merci beaucoup Nathan. J'aimerais avant tout essayer un peu de regarder certaines choses que M. Georges venait de soulever tout à l'heure. M. Georges, je crois que nous devons respecter, n'est-ce pas, les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Quand j'ai essayé un peu de parler de la pire provocation, ce n'est pas en vain, il y a des éléments. Le mal, c'est qu'il y a parfois des articles ou soit de lois que nous citons, mais les gens qui nous regardent parfois n'ont jamais lu. Mais laissez-moi quand même vous lire ces textes. Je crois, je suis dans la loi, ok, la loi qui protège les anciens présidents de la République. Je suis à l'article 3, alinéa 1. On dit ceci. Tout président de la République élu jouit de droits spécifiques ci-après. Il a droit à des mesures et à des dispositions particulières en matière de sécurité pour la protection de sa personne, de sa famille et de ses biens. On dit encore qu'il jouit également, je parle d'un président, d'un ancien président. Voilà. On dit encore ceci. Il jouit de droit à l'honneur, à la dignité et à la considération due à tout ancien président de la République élu. Je m'arrête là. Par là, je vais dire quoi? Mon ami, tu viens de dire tout à l'heure que le président de la République doit traiter Joseph Kabila, il doit traiter tout le monde de la même manière. Non, mais je vais te lire les textes. Ceci concerne également... Il doit les respecter, il doit les protéger comme il protège Nathan, comme il protège... Voilà, c'est ce que Georges a dit. Maintenant, je viens de te lire les textes. Maintenant, ces textes ici concernent aussi... le président Félix en 2023 n'est pas ce qu'il ne sera plus président, ça c'est de 1. Alors, je vais te dire ceci. Mais écoutez, tu as parlé des textes. C'était, si je ne me trompe pas, c'était les samedis, je crois. On a tous réussi de coups de fil, ok, justifiant dans les réseaux sociaux qu'il y avait démolition. Fallait arriver sur place pour que le lendemain, on puisse voir dans les réseaux sociaux une lettre, ok, une correspondance. Ok, pour demander au ministre Pius Mabilou de détruire tout ça. Mais je me dis, pourquoi c'est en fait les GR, en fait la garde républicaine qui devrait donner les ordres? Ça c'est un. Et puis, il faut savoir une chose, que non, Joseph Kabila, depuis qu'il est désormais dans son silence, il est en 5 ans. Pourquoi cela n'était pas arrivé en 2020, en 2021, en 2022, en 2023? Il y a eu un problème. C'est simplement, c'est une façon de réfléchir à toi pour dire que ceux qui disent que cela est arrivé parce que Jean-Pierre Mbemba voulait se créer une avenue, soit une route pour sa nouvelle habitation, ils ont raison. Parce que c'est juste arrivé à ce moment-là. Revenons au deuxième sujet. Alors, par rapport à ces sujets que vous venez de soulever, je vais dire une chose, c'est que aujourd'hui, moi, j'ai appris à respecter les concepts constance, à concept cohérence avec les catholiques. Cohérence, constance et l'église catholique. Mais je sais une chose, que Dodo Kamba, il faut comprendre sa position. C'est quelqu'un qui est aujourd'hui utilisé par le président de la République, Félix Tshisekedi. Il est utilisé aujourd'hui par Denis Kadima. Il est utilisé aujourd'hui par Augustin Kabouya, parce que c'est lui en fait qui représente l'église des réveils. Alors il est obligé aussi de se vous pensez que l'église des réveils est du côté du pouvoir? Mais écoutez. Mais qu'est-ce que nous pouvons encore dire? Qu'est-ce que nous pouvons insinuer en fait en comprenant, en essayant un peu d'analyser les propos de Dodo Kamba? Il est du côté du pouvoir. Il appelle le chrétien, alors que tous nous connaissons que le processus électoral n'est pas fiable.
par rapport aux éléments que nous savons chaque jour décrier. Ça ne sert encore à rien de faire partie mes minutes tout en rappelant encore ces irrégularités qu'on a toujours soulevées, ça fait longtemps. Mais tout le monde sait que ce processus électoral n'est pas fiable. Ce processus n'est pas consensuel. Il le sait, lui-même aussi le sait. Parce qu'ils savent que sur 8 confessions religieuses qui devraient en principe voter, il n'y a que 6. Alors que le même exercice a été fait avec Rossar Malonda. Il y avait encore 8, il y a 2 mêmes confessions religieuses qui ont refusé de signer. Ok? Mais l'intérinement a été fait et le président de la République a promulgué en fait cette loi, reconnaissant en fait Denis Kadimaka Zali comme étant président de la CENI, avec des membres qui sont dans ce bureau de la CENI qui ne sont pas des représentants des opposants. Parce que on dit que Didi Manara est le vôtre. Non, on ne peut pas se vailler la face. Il a prouvé quand? Et lui-même d'abord n'a jamais reconnu cela. Parce que j'ai jamais suivi Didi Manara dans le média dire que bon voilà, je suis le représentant, je sais pas moi de quelle famille politique. Nous tous nous connaissons que le membre, les gens qui font partie en fait de ces bureaux de Kadima sont tous des lignons saqués. Nous les savons tous. Alors il ne faut pas suivre ce qui s'est dit. Alors aujourd'hui, Dodo Manara a cherché à attaquer directement l'église catholique. Je crois que c'est une façon pour lui de simplement crédibiliser sa position politique ou soit sa position qu'il lui a pris avec le reste Mais Marlik, lorsque nous constatons que l'Église catholique veut plus prendre de part sur ce processus électoral, l'Église catholique s'est dit aujourd'hui prête à faire un audit citoyen, pourtant elle n'a pas l'expertise. Est-ce que vous pensez que à ce niveau, les autres confessions religieuses doivent observer ce que veut faire l'Église catholique? Mais il faut savoir une chose, c'est quoi la mission de l'Église catholique dans ces affaires? L'Église catholique, comme eux-mêmes savent le dire, ils sont au milieu du village. L'Église catholique, comme eux-mêmes savent le dire, vous les dites, ils sont au milieu du village. Terminé. L'Église catholique est dans sa mission de faire respecter, n'est-ce pas, de faire respecter en fait la démocratie. La démocratie, l'Église catholique est du côté du peuple. Si vous êtes président et que vous parlez au nom du peuple, mais vous ne faites pas les choses pour ce peuple-là, il sera contre vous. Merci. Hier, il n'a pas commencé cette lutte aujourd'hui. L'Église catholique était hier contre Mobutu, était hier contre Félix, qui est aujourd'hui président. Nous avons encore les images de propos de Félix Tshisekedi, opposant à l'époque. Nous avons les images de Jean-Marc Kabound, opposant à l'époque. Nous avons les images d'Augustin Kabouya. Alors, à ce moment-là, l'Église catholique était au fait pour eux. Était au milieu du village. Mais aujourd'hui, l'Église catholique est contre. Alors, les propos de Dodo Kamba, je crois, et je les conseille, de retirer ces propos et de ne pas surtout engager une lutte contre l'Église catholique parce qu'il sera déjà solide. Il est d'ailleurs déjà perdant. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Marlik, du PPRD. Kabila. Balobi, Bapillé, Fondation Laura Désiré Kabila. Kabila Kara. Babouki. Babouki Clotilde, il y a résidence et il y a GLM. Kara. Autorité morale à Kara. Silence naïe. Non, attendez, c'est intéressant, ça me fait rire. Espérons. Attendez. Les Chadar et Kuna, on ne peut pas nous intimider. Vous avez la même mission, mais Kabila Kara. Merci beaucoup. Georges Roubier dit, on parle de cette guerre entre les religieux cette fois-ci. Les élections divisent les catholiques et l'église de réveil. Votre lecture en 5 minutes. Merci beaucoup. Déjà, je vais commencer par réagir un peu par rapport au premier sujet. Très bien. Je dirais, l'ancien président de la République, Joseph Kabila, c'est un citoyen congolais, mais qui bénéficie d'une protection spécifique. Mais en dehors de cette protection spécifique dont il est bénéficiaire, c'est un citoyen comme tout le monde. Très bien. Je l'ai dit, il est protégé, le président de la République le protège comme il protège tout le monde aussi. Lorsque nous sommes dans un pays, on dit un pays de l'état des droits, si l'ancien président de la République juge qu'il a été lésé dans ses droits, il y a des cours et tribunaux, il y a des instances judiciaires, il peut saisir pour retrouver ses droits. Très bien. Au lieu de se lancer nous sommes dans un état de droit. Voilà, pour dire à la population, je ne suis pas là. Et surtout avec la nomination de nouveaux magistrats. Et voilà. Tous ces changements, certainement. Je veux revenir rapidement sur la question qui était posée des grégaires entre l'église catholique et l'église des réveils. Très bien. En fait, moi, je me dis, le problème
entre ces églises ou alors avec la CENI, le problème a été déjà au niveau de la désignation des animateurs de la CENI. Donc vous pensez que jusqu'à ce jour, l'Église catholique fait semblant de reconnaître des mécanismes? Oui, le problème c'est là. Après Sand City, si on a jugé donner la direction de la CENI aux confessions religieuses, c'était pour raison de leur intégrité et de jouer une médiation. Très bien. Mais après Sand City, on a eu la Constitution de 2006, révisée en 2011. On devait revenir à la normalité. La RDC, c'est un pays laïque. Je ne vois pas pourquoi la direction de la CENI doit être accordée ou donnée seulement aux confessions religieuses. Donc, un laïque, un athée, qui a toutes les compétences nécessaires pour diriger la CENI, organiser de bonnes élections, ne peut pas avoir la direction de la CENI. Et lorsqu'on parle de confessions religieuses, mon ami Malik a parlé de 8 confessions. On n'a pas seulement 8 confessions religieuses dans ce pays. Pourquoi seulement ces 8-là doivent nous amener dans des guerres inutiles? Tout ça, pourquoi? Parce que une confession religieuse ne trouve pas son intérêt à l'intérieur. Mais quel est l'intérêt qu'on leur cherche? Est-ce que c'est l'intérêt de cette confession religieuse ou c'est l'intérêt supérieur de la population? Le processus électoral a beaucoup de parties prenantes. La CENI est une composante. La CENI est une partie prenante dans le processus électoral. Il y a aussi les citoyens. Il y a aussi le confesseur religieux qui fait partie de la société civile. C'est une partie au processus électoral. Mais pour parler de la transparence, il n'y a pas que les religieux qui doivent traquer la CENI. Telle opération, on a vu, il y a eu un problème. Non. Combien de fois ces religieux, ces confessions religieuses sont en train d'impliquer la population pour que la population comprenne, afin que la population elle-même fasse l'observation électorale ou l'observation citoyenne? Vous savez, en 2018, sur plus de 40 millions d'enrôlés que nous avons eu, seulement 18 millions et quelques qui sont allés voter. C'est-à-dire qu'il y a une méfiance qui s'est créée au sein de la population aujourd'hui, qui beaucoup ne veulent pas aller aux élections. Et aujourd'hui, on constate encore, j'ai un rapport de Ebou Teliepi IRI, Institut républicain international, qui démontre que plus de 50% de la population ne veulent pas aller aux élections de décembre 2023. C'est-à-dire qu'il y a une méfiance qui s'est créée déjà au sein de la population. Ce que l'Église ou les confessions religieuses devaient faire, c'est investir dans l'éducation civique et électorale de la population. Ok. Appeler la population à aller voter massivement. Non seulement appeler la population à aller voter, mais à former cette population. Que cette population comprenne. Tout ce qui se dit ici à Kinshasa, tout ce que ces confessions religieuses disent ici, dans des provinces là, ils ne connaissent absolument rien. Dans des provinces où les gens votent seulement parce qu'on lui a donné un t-shirt, où on lui a donné seulement 2000 francs, ils votent. Après, ceux qui comprennent un peu de choses vont se dire non, on ne va pas aller voter, ils s'abstiennent. Après, on a un parlement de personnes qui sont là parce qu'ils ont donné 10 francs, ils ont donné un polo, ils ont donné X ou Y chose. On va revenir sur la même situation. Donc, l'intégrité pour laquelle on a donné la direction de la CENI aux confessions religieuses, aujourd'hui, cette intégrité a fait échec. Aujourd'hui, je pense que les confessions religieuses ne sont plus intègres pour avoir la direction de la CENI. Les confessions religieuses de manière générale. De manière générale. Et y compris l'église des réveils. Y compris l'église des réveils, y compris l'église catholique. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle de la société civile n'est pas seulement que les confessions religieuses. On a de mouvements citoyens. Voilà, je pense que dans les réformes que nous aurons en 2024, il faut qu'on change le mot de désignation des animateurs de la CENI et enlever cette histoire de donner la direction de la CENI aux confessions religieuses parce qu'ils ont échoué à leur mission. Mais vous pensez qu'on peut donner à qui pour nous trouver un président de la CENI? On estime un tout petit peu que les confessions religieuses, tellement que ce sont de religieux, ils ont cette crédibilité, en tout cas ils sont intègres, ils seront davantage transparents parce qu'ils sont de religieux. Entre eux, ils nous désignent un candidat qui également pourrait être crédible. Vous voulez qu'on puisse remettre cette responsabilité? Exactement, c'est pour ça c'est pour ça qu'après Sand City, on a décidé de donner la direction de la CENI aux confessions religieuses. Mais aujourd'hui, je me dis, vous avez vu l'histoire en 2006,
2011, 2018, ce qui s'est passé aujourd'hui, vous savez tout ce que Nanga a dit sur les réseaux sociaux aujourd'hui et tout. Et nous l'attendons, c'est aujourd'hui le 7, il doit certainement faire une communication. On voit encore ce qui s'est passé, ce qui s'est passé aujourd'hui. Merci. Ils ont échoué à leur mission. Nous avons beaucoup de personnes intègres aujourd'hui. Moi, je connais beaucoup des experts chevronnés en matière électorale qui peuvent mieux diriger la CENI. Notamment des Denis Kadima est parmi les experts chevronnés qui dirigent mieux la CENI aujourd'hui, malgré, on sait que dans chaque opération, il y a toujours peut-être des petits problèmes. Merci beaucoup, Georges. Ils peuvent être renforcés par même les confessions religieuses au lieu de venir crier, et c'est un peu de renforcer la méfiance de la population pour biaiser un peu le processus. Très bien, merci beaucoup, Georges Moubiedi. En cravate rouge, on croirait qu'il est du LGD de Matatamponio, mais il est de l'UNC. David Al-Kameri, ministre, vice-premier ministre, ministre de l'économie. Très bien. Il était impatient, David Motomungu, vous avez la parole. En 5 minutes également votre lecture sur cette guerre entre l'église catholique et l'église des réveils, parce qu'on a vu Dodo Kamba demander à la population de rester vigilante, parce que il constate que les catholiques veulent s'accaparer de ce processus électoral, pourtant ils n'ont pas le monopole. Vous avez la parole. Ah, Nathan, vous savez, lorsque je parle de ces questions électorales, et surtout lorsqu'on fait allusion, comme l'a dit mon co-débatteur de droite, que j'ai oublié le prénom, Georges, comme il est en train de le dire, et ceux qui nous ont amené ces désordres, bien évidemment, ce sont les confessions religieuses, sauf la Cinco. Pourquoi j'ai dit ça? Je prendrai lui-même, je ne sais pas si vous avez suivi l'interview de M. Dodo Kamba, et il a dit une part, je lui prendrai au mot, à ses propres mots. Il a dit que non, on lui a posé la question concernant les propositions ou encore les revendications que Martin Fayulu est en train de faire. Il dit qu'il pense qu'il a raison. Mais or, les revendications de Martin Fayulu sont les mêmes revendications que la Cinco. Donc ça veut dire qu'on va conclure que Dodo Kamba donne raison à la Cinco. Autrement dit, parce que vous êtes journaliste, ils sont co-débatteurs ici, Martin Fayulu est en train de revendiquer, exemple, le dit du fichier électoral, c'est ce que dit la Cinco. D'autre part, et le PPRD est en train de revendiquer la problématique de la composition de la CENI, c'est ce que dit la Cinco. Et Dodo Kamba, lui, il dit que non, il donne raison à Martin Fayulu. Donc, ça voudrait dire qu'il donne raison à la Cinco. Mais il précise également que la Cinco a un agenda caché. Non, ça c'est ce qu'il lui il dit. Et puis d'autre part, d'ailleurs, vous avez encore renchéri ma pensée. Il dit que non, Martin Fayulu, lui, il le voit comme celui qui tire la sonnette d'alarme. Mais c'est ce que la Cinco fait. Parce que, je vous ai toujours dit ici, il y a une trilogie en matière électorale. Je vais me répéter. Je commencerai à me répéter jusqu'au même à un jour des élections. Les élections sont faites de 3 parties. Notamment, il y a la partie qu'on appelle préélectorale, il y a la partie qu'on appelle électorale, et il y a la partie qu'on appelle post-électorale. Je vous ai toujours fait ici, je vous ai donné toujours une anecdote en disant que M. Denis Kadima, il est comme un pilote qui conduit et qui pilote un avion, permettez-moi la tautologie, qui a tous les Congolais à bord. Et lorsque vous pilotez un avion, il y a la partie qu'on appelle le décollage, et puis après le décollage, vous êtes dans les airs, et puis après les airs, il y a l'atterrissage. Visiblement ici déjà, il y a un décollage raté. Il y avait eu un décollage raté. Vous avez vu l'enrôlement, comment l'enrôlement s'est passé ici. La qualité ici des cartes d'électeurs. Mon ami ici, il appelle Denis Kadima, est expert en matière. Non, il n'est pas expert, il est observateur. C'est très différent. Oui. Il a été observateur ici en Afrique en matière électorale. Il n'est pas expert. Le fait pour lui d'observer le processus. Même vous, tel que vous êtes là, vous pouvez comprendre des matières électorales et puis vous recevez ce qu'on appelle l'accréditation et vous partez ici comme étant observateur électoral. Parce que ce que Denis Kadima fait, il nous prouve tout sauf l'expertise électorale. J'espère que j'aurai des minutes en plus lorsqu'on vous êtes en train de... Qu'est-ce qu'il répond chez Denis? S'il vous plaît. Mais je fais en venir. S'il vous plaît. En 2011, j'ai été comme témoin d'un candidat. Donc, cela fait de moi également expert.
Non, c'est pourquoi je vous ai dit non. Ici, moi, je n'ai pas parlé des témoins, j'ai parlé de l'observation. Parce que l'expertise électorale, pour pouvoir conduire une commission électorale nationale indépendante, il y a ce qu'on appelle des prérequis. Vous savez que quelqu'un comme Ronsard Malonda, avant qu'il soit désigné président de la CENI, il a été secrétaire exécutif. Tous les grands postes, je vous mets à défi ici. Donnez-moi un seul poste de responsabilité que Dédé Krenima a eu à assumer au sein d'une commission électorale en Afrique. Il n'y en a pas. C'est pourquoi je vous ai dit ici, il a toujours participé, qui m'éprouve les contraires ici. Il n'y en a pas. Écoutez, connaître les matières électorales ne fait pas de vous un expert. Très bien. Pourquoi je doute de son expertise? Parce que la manière avec laquelle il est en train de conduire la CENI. J'arrive. Mon ami ici, il a dit, concernant, je vais un peu revenir en arrière, concernant les dossiers de la démolition de la résidence de Joseph Kabila, il a dit non, nous sommes dans un état de droit, il va saisir les cours et tribunaux et tout ça. Mais il va saisir les cours et tribunaux contre qui? Parce que c'est la GR qui allait démolir. Mais contre la GR? Non, mais écoutez, il y aura maintenant un problème de procédure. Parce que la GR, comment est-ce que, constitutionnellement parlant, comme je vous ai dit, les compétences sont d'attribution. Quand est-ce que la GR est devenue ministère d'aménagement des territoires, exemple? Quand est-ce que la GR est devenue ministère des Affaires foncières, pour exemple? donner l'ordre. Et on vous dira ici que c'est le chef de l'État qui a fait donner l'ordre. Donc, comme le chef de l'État aussi avait donné l'ordre... Attendez. Laissez-moi... Attendez. Il y a un problème. Tantôt c'est le chef de l'État qui a donné l'ordre. Non, c'est pas tantôt. Attendez, on y va. Tantôt c'est le chef de l'État qui a donné l'ordre, ou alors on apprend que c'est le ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, qui a donné l'ordre. On ne sait plus y comprendre. Parce que, écoutez, ça ne peut que donner naissance à un monstre, comme je vous ai dit, d'autant plus qu'il y a déjà un problème de compétences. La GR, je vous ai dit ici, la Constitution reconnaît à la GR la mission de protéger le président de la République et sa famille. Ça s'arrête là. Donc, lorsque la GR vient, en tout cas, s'immiscer dans les affaires qui ne la concernent pas, ça pose problème de compétences. Même lorsque vous allez en justice, vous donnerez naissance à un monstre. C'est ce que je vous suis en train de dire. Il a encore dit ici, non, vous m'avez interrompu à maintes reprises. Je pense qu'ils sont d'accord. Ouais. Il a dit non, le oui confession. Non, écoutez, mon ami, le problème ici ne se situe pas au niveau des confessions religieuses. Même aujourd'hui, on peut donner la CENI au niveau des mouvements citoyens. Il y aura les mêmes problèmes. C'est ce que la Synco est en train de décrire. Parce que vous avez parlé de la société civile. La société civile, elle est plurielle. C'est la Constitution qui a voulu à ce qu'on donne la présidence de la CENI au niveau des confessions religieuses. Là où je suis peut-être d'accord avec vous, vous avez dit que on avait fait confiance à l'éthique et à la morale des hommes d'église. Mais fort malheureusement, ils nous ont prouvé le contraire. Donc, nous devons penser aux réformes. Mais aussi, la responsabilité incombe à nous, les politiques. Voyez-vous, il a dit non, j'ai conclu en disant, il a dit que non, plus de 50% de la population ne veut pas aller aux élections. Mais comment on peut aller aux élections où il y a déjà un problème de crédibilité, il y a un problème de transparence, il y a un problème d'inclusivité. Donc, ces problèmes, ces élections nous amèneraient après nous amènerait à la crise post-électorale. Comme l'évoquait Cholet. Oui, nous amènerait, c'est ce que d'ailleurs Donatien Cholet a dit, nous amènerait aussi deuxièmement à un problème de crise de légitimité qu'on a longtemps souffert, qui est devenu comme une maladie chronique après un processus électoral émaillé d'irrégularité. Merci beaucoup David Moubiedi. Dernier tour de table. David Motomungu, merci beaucoup. Dernier tour de table. Je commence avec Malik du PPRD. Renouvellement du mandat de l'EAC pour 3 mois encore. Je rappelle le fait, le Ouazalendo à Goma ont manifesté contre l'inefficacité de la MONUSCO, également de l'EAC. Et après quelques jours, le gouvernement de la République décide de renouveler pour 3 mois les mandats de l'EAC. Votre avis, est-ce que c'est une décision qui a été bien réfléchie de la part de notre gouvernement? Merci, M. Nathan. J'aimerais quand même dire quelque chose à M. Georges. M. Georges,
vous êtes peut-être aujourd'hui peut-être l'unique personne qui croit encore à l'expertise des Denis Kadima comme dans la matière électorale. Je crois. Vous êtes peut-être la seule personne. Parce que tout le monde aujourd'hui, avant il y avait des doutes, mais en fin de compte, au fur et à mesure, nous sommes tous, tout le monde s'est rendu compte que réellement c'était un amateur. Je vais te l'éprouver. Je peux me donner aujourd'hui la différence qu'il y a entre les duplicata. Okay. Mais c'est Denis Kadima est en train de donner à la population avec les cartes qu'ils ont réussi, qui s'étaient arrêtées le 25 avril. Tu peux donner la différence parce que le 25 avril, les cartes se sont supprimées, les identités sont supprimées, je crois, au mois de juillet. Je crois il y a 3 ans, il y a 3 mois plus tôt. Et tu peux me donner la différence entre ces cartes-là et les duplicata. Place, je voulais te faire savoir que ne t'inquiète pas. Et puis pour te compléter, Manik, là aussi c'est une violation de la loi électorale. On donne des duplicata en cas de pair. Mais si tu me donnes la différence qu'il y a entre ces deux cartes, je ne sais pas, là je pourrais te dire que non, Denis. Mais il y a une autre chose que je vais pouvoir soulever tout à l'heure. Je vais te dire une chose. Les mauvais processus électoraux depuis que Joseph Kabila nous a ramené les processus électoraux en République démocratique du Congo, c'est celui-ci que Denis Kadima est tenté d'organiser. Ça, tu peux en être sûr. Et le fait aujourd'hui que la population décide de ne pas aller aux élections, ce n'est pas la faute à la population. C'est parce que les deux parts, même dans la vie, lorsque déjà les deux collages étaient mauvais, ok? Comme l'a dit David. Déjà. Voilà. Je voulais parce que la plupart des choses que je voulais dire, il y a déjà mon ami qui a craché l'avion. Mais oui, mais écoutez, il a montré qu'il ne s'y connaît pas trop. Tu peux parler aujourd'hui des experts, mais moi je vais te dire que Koné Nanga, tu sais Koné Nanga travaille avec Malumalu. Il a été avec Malumalu, il a travaillé avec Goïmoulunda pour qu'enfin lui-même puisse devenir président. Il a acquis de l'expérience avérée qu'on peut aussi démontrer. Attends, entre Ronsard Malonda et Denis Kadima, vous choisissez. Il n'y a même pas match. Il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Renouvellement du mandat de l'État. Alors, un vrai dirigeant, c'est celui qui sait prendre en amont les dangers qui viennent demain. Ok? Et l'Église catholique a parlé comme étant de personnes qui ont eu au fait à participer dans plusieurs processus et dans plusieurs processus et ils connaissent au fait ce qui arrive. Renouvellement du mandat de l'élection, ça c'est clair. Tu dois en fait maîtriser cela. Et moi je crois que non, le propos de Dodo Kamba, je crois que non, lui-même il s'est contredit dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait. Je crois que c'est ça. Renouvellement du mandat de l'élection. Par rapport au renouvellement, moi je crois qu'ici, c'est encore une fois la position individuelle et personnelle que le président de la République vient de prendre contre toute attente de la population. Il n'y a pas très longtemps ici, il y a eu des assises qui ont été organisées pour, n'est-ce pas, réfléchir autour de l'état des sièges. Et je crois qu'il y avait des recommandations. En tout cas, à ce que je sache, plus de 70% de la population était contre le fait de maintenir la décision de l'état des sièges. Plus de 70% de la population est contre le fait que la RDC puisse demeurer au fait d'aller assis. D'ailleurs, nous, les résistants, nous l'avons toujours dit depuis toujours. Attendez, désolé que moi également je le dise, on n'est pas. Voilà, merci. Je ne suis pas d'accord. Voilà, on n'est pas d'accord. Mais moi je l'ai dit, ça c'est moi. Il y a une chose peut-être qui est cachée. La marche de Wazalendo. Wazalendo, vous savez, ça veut dire simplement autochtone. Ça veut dire juste de personnes qui donneront le meilleur d'eux-mêmes pour défendre la patrie. Vous voyez? Alors, là en marche, c'était pas seulement une activité, soit un événement contre la MONUSCO, mais également contre l'état de siège. Également. Ok? Parce que sous l'état de siège, aujourd'hui, il y a au moins 60% de Massissi qui est sous contrôle des Burundais, des armées étrangères. 80% sous contrôle à Niragongo, 80% de Niragongo qui est sous contrôle du M23. Hutu, 100%. Aujourd'hui, sous l'état de siège, il y a aujourd'hui plus de 5000 personnes égorgées par les ADF. Aujourd'hui, il n'y a que 20% qui est sous contrôle de nos FARDC, c'est la ville de Goma. Alors, vous voulez en fait nous vanter aujourd'hui l'état de siège, alors qu'il y a eu massacre de plus de 200 familles, il y a eu massacre d'après les éléments que nous avions avec les témoins qui sont sur place, bien, au contraire de ce que le gouvernement est en train de nous raconter chaque jour. Alors, mais on nous fait venir ici le gouverneur militaire qui en principe devrait être le premier suspect. Mais on les ramène, et puis voilà, le président s'impose pour nous dire que non, voilà, je n'aimais pas faire, parce que le fait de nommer, de renouveler encore ces contrats veut dire quoi? Je n'aimais pas faire à l'état des sièges, parce que d'ailleurs on veut dénommer encore une autre personne pour faire l'intérim, non, à la place du gouvernement militaire. Voilà. Ça veut dire quoi? Je ne vais pas mettre fin à l'état des sièges. Ok, ça veut dire quoi? Je ne quitterai pas l'EAC et les armées étrangères seront toujours ici à Kinshasa. Mais très bien. Alors Marlik, une question. Je n'oublierai jamais cela.
Félix Tshisekedi face aux Congolais vivant en Chine. Je ne l'oublierai jamais. Félix Tshisekedi dit ceci. Seule l'armée burundaise qui applique à la lettre les accords signés, seule l'armée burundaise. Donc, ça veut dire que même les Ougandais et les Kenyans, ainsi de suite, toutes les forces n'appliquent pas à la lettre les accords signés. Subitement, on renouvelle encore 3 mois. Pour quelle raison? Voilà, c'est là où... Déjà, dès lors que lui-même, le chef de l'État connaît, il sait bien que les autres n'appliquent pas à la lettre les accords signés. Pourquoi renouveler encore? Voilà la question, c'est la question que la population est en train de se poser. Pourquoi renouveler? Pour quel objectif? Le problème, c'est l'objectif à atteindre. L'objectif pour ces armées étrangères dans notre sol, c'est, n'est-ce pas, créer la paix et mettre hors nos sols, n'est-ce pas, les M23. Pour instaurer la paix, restaurer la sécurité. C'est ça l'objectif. Maintenant, on s'est dit ceci. 822 jours aujourd'hui, depuis le 6 mai 2021, que l'état de siège a été décrété. Vous le perdez, vous êtes fort. Non, mais je vous dis, 822 jours aujourd'hui. Maintenant, essayons un peu de réfléchir, de faire une jonction entre l'avant état de siège et l'après état de siège, et même pendant l'état de siège. Essayons un peu de faire jonction. Je crois que tout Congolais aimerait aujourd'hui que l'état de siège puisse ne pas exister. Je vous dis une chose. Mais tout ça, Tshisekedi souffre parce que vous le PPRD, le FCC, vous avez fait 18 ans, vous avez détruit l'armée. Non, écoutez, il ne faut pas contredire. Il ne faut pas en fait contredire le président. Il ne faut pas contredire le président qui lui-même a reconnu plusieurs fois dans nombreux de ses discours qu'il n'avait pas trouvé déjà le M23. Le M23 était défait depuis 2013, qu'il ne laissait pas. Et lui-même, quand il est venu, d'ailleurs, ici, ça ne sert à rien de rappeler encore le propos de Major Willy, qui a dit qu'ils ne sont pas ici pour les Congolais, mais ils sont ici pour le respect des accords, signés depuis 2015. Ça, ce ne sont pas des choses qu'il faudrait encore rappeler. Parce que les vidéos existent. Attendez. Avec qui? Avec l'UDPS. Non, en 2015. Non, mais c'est Major Willy qui a dit qu'il avait signé avec l'UDPS. En 2015. Mais effectivement, il avait dit ça. Les vidéos existent encore dans les réseaux sociaux. Vous savez. Attendez, s'il vous plaît. Des accords signés avec l'UDPS. En 2015, l'UDPS n'était pas au pouvoir. On considère un parti politique comme un fait privé. Donc, Willy Ngoma a signé des accords avec... Allez demander ces précisions en fait à Willy Ngoma qui avait dit ça parce que la vidéo est bien terminée. Alors, je vais terminer en disant ceci. Oui. Aujourd'hui, il y a la population de Goma qui est la seule ville qui est sous contrôle de nos FRDC par rapport à cette situation au nord Kivu et à Nituri. La seule ville, c'est le Goma. 20% contrôlé seulement par nos FRDC. Sont aujourd'hui à peine de voir le président de la République mettre fin à l'état de siège pour enfin restaurer la vie de nombreuses personnes qui sont aujourd'hui en chômage. Ils travaillent, ils sont impayés. Je parle du gouvernement en fait, du Nord Kivu qui sont aujourd'hui en chômage, qui ne sont même pas payés au détriment de personnes qui sont être sur terrain afin de travailler pour protéger en fait nos territoires et nos sols. Merci beaucoup. Et surtout, j'ai fini par dire que la différence qu'il y a entre la ville de Goma et le Rutshuru, c'est seulement 75 km. Je crois que nous, les FRDC et nos Moura avaient mis à faire. Très bien. Merci beaucoup. Marlik du PPRD. Besoin Maloba. Très bien, merci. Georges Bouvier dit. Il a dit, le président burundais, Ndayishimiye, il a dit que l'EAC ne quittera pas les sols congolais jusqu'à ce que la République démocratique du Congo aura une armée forte, également une police forte, capable de sécuriser le Congolais. Est-ce que petit à petit, nous comprenons justement que ce que Ndayishimiye avait dit devient une réalité? Merci beaucoup. Je veux rebondir rapidement sur une question ici et puis je vais entamer la question posée. Je commence par comprendre que notre ami, vous avez dit au début que vous allez comprendre s'il est vraiment indépendant ou pas. Et je comprends déjà que je ne vois plus son indépendance depuis qu'il a commencé avec... Très bien, merci. Alors, je vais ceux qui sont à la maison, ils ont compris. Oui, parce que je vais dire... Chacun comprend de sa manière. Voilà. Ici, lorsque nous passons à la télé, en même temps, nous sommes comme des éducateurs. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous suivent. Il faut que dans chaque question, qu'on essaie un peu d'aborder de la bonne manière pour faire comprendre à ceux qui sont à la maison, à ceux qui nous suivent. Et sur la question, par exemple, sur la CENI, moi, je vais me solliciter pour que prochainement, qu'on ait seulement
une émission où du début à la fin on va aborder sur, c'est-à-dire l'évaluation du processus électoral. Ça viendra. Il ne viendra pas ces jours-là. Attendez. Il ne viendra pas. S'il vous plaît, c'est mieux de débattre sur cette question. Oui. Si vous deux vous êtes d'accord, je vous prendrai du côté opposition. Oui. Moi, je suis indépendant. Non, lui n'est pas. Je suis indépendant. Être indépendant ne veut pas dire la vérité ou non. D'accord, ok, C'est mal comprendre les concepts. Attendez. Là, il faut dire non. Là, il faut dire oui. L'être indépendant, c'est pas dire non. Là, il faut dire oui. Ça va. Non, c'est pas ça. Je ne suis pas l'église, je ne suis pas obligé d'être obligé. Je suis obligé d'être objectif. Attendez, s'il vous plaît. Je vous prendrai, vous deux, contre notre ami Georges, également, et notre de l'Union. Non, j'aimerais alors que les téléspectateurs puissent avoir en fait une On part en ça sera samedi. ça sera pour les élections générales ou bien le processus de Denis Kadimagazet. Non, le processus électoral. En général, processus électoral 2027. Attendez, s'il vous Donc ça veut dire plaît. que le processus de Denis Kadimagazet. S'il vous plaît, on va parler du processus électoral. Tout ce que vous décriez là sur le comportement de Denis Kadimas, l'inexpertise qu'il a, tout ça, vous allez décrire sur ce plateau. Et avec de preuves, justement. C'est compris. Merci beaucoup. Je vais vous relancer pour cette émission. Poursuivez maintenant. Comme ça, l'heure de cette émission, je vais démontrer comment le processus est transparent, comment le processus est transparent et comment le processus est inclusif. Gardez votre mal. On va revenir sur ça. Merci beaucoup, j'aime ça. J'aime la les question défis. du renouvellement du mandat de l'EAC. S'il vous plaît. La question de la sécurité, c'est une question à prendre avec beaucoup de sérieuxité. C'est pas une question à débattre de, je sais pas de quelle manière. Aujourd'hui, on a renouvelé le mandat de l'EAC. L'EAC avait un mandat de 6 mois, renouvelable. Et pendant les 6 mois, il y a eu une évaluation. Et après l'évaluation, on trouve qu'on ne peut pas faire partir l'EAC de manière précipitée et de manière désorganisée. Il faut une préparation et il faut un agenda à respecter. Pour ce, au lieu de donner à l'EAC 6 mois, on décide de donner à l'EAC 3 mois. C'est parce qu'il y a un programme que le gouvernement est en train de suivre et qu'il doit respecter pour protéger la sûreté de l'État et protéger l'intérêt supérieur des Congolais. Mais dès lors que nous constatons que l'EAC ne fait pas correctement son travail, je rappelle, je l'ai dit que je ne vais pas oublier, Félix Tshisekedi l'a dit devant le Congolais vivant en Chine, Félix Tshisekedi a dit que seule l'armée burundaise qui respecte les accords signés, seule l'armée, ce n'est pas moi, c'est Félix Tshisekedi qui l'a dit. Exact. Mais le fait pour lui de renouveler encore davantage les mandats, je sais que le président de la République a critiqué quelques méfaits de la force régionale. Il a critiqué, oui, c'est ça être un homme d'État, et c'est ça être un bon chef d'État. C'est pas cacher. Être également un bon chef d'État, c'est d'entendre ce que dit la population, évaluer les actions sur le terrain, et puis prendre des décisions imposantes. Pourquoi pas le faire partir. Voilà la raison pour laquelle il n'a pas décidé de renouveler pour 6 mois, mais pour 3 mois. Et le chef de l'État n'est pas là pour suivre c'est-à-dire suivre tout ce que la population dise et aujourd'hui débarquer débarquer la force régionale, partez. Donc vous pensez Georges que le fait pour notre gouvernement d'avoir accepté de renouveler pour 3 mois pourrait faire en sorte que prochainement qu'on renouvelle pour 2 mois et puis après 1 mois et puis on met fin? Non. Moi, je pensais que ça doit se faire ainsi. Non. Je pense que sur des questions comme ça, lorsqu'on fait une analyse, et il faut également apporter des propositions. On y va. Également faire des propositions. On y va. C'est pas moi je suis en train de dire. Le gouvernement a accepté de renouveler pour 3 mois. Dans les 3 mois, ça ne peut pas être un 3 mois vide. Et je suis sûr que ça ne sera pas un 3 mois vide. Ce que nous proposons dans les 3 mois, c'est il faut un plan détaillé et clair du désarmement de M23. Et aussi, il faut un plan de l'occupation du territoire. C'est-à-dire, nous sommes en matière de la sécurité, où il faut préparer suffisamment le militaire congolais à assumer
les charges ou les responsabilités que la force régionale est en train d'assumer aujourd'hui à toute indépendance pour défendre l'intégrité territoriale et défendre la population. Donc, ce n'est pas une question à prendre de manière divaguée comme ça. Moi, je pense que c'est une décision réfléchie. Une décision réfléchie dans les 3 mois, il faut maintenant que cette décision soit maintenant encadrée d'un plan de désarmement de M23, un plan de l'occupation du territoire. Très bien. Merci beaucoup, Georges Mobiedi. On termine avec David Motobungu. Vous avez la parole en 5 minutes. Votre réflexion sur le renouvellement du mandat de l'EAC, une décision bien réfléchie par le gouvernement de notre pays. Vous avez la parole. Je pense qu'avant de pouvoir aborder ces sujets-là, le rendez-vous est pris avec notre ami qui ne fouille pas qu'il vienne. C'est le jour que vous allez organiser l'émission spéciale sur les processus électoraux, parce que je connais les communicateurs de l'Union Sacrée, comment ils se comportent. Je ne suis pas communicateur de l'Union Sacrée. Et ils disent, bon, je connais comment les membres, si au moins tu n'es pas communicateur, mais tu fais partie de l'UNC. L'UNC est un parti au sein de l'Union Sacrée. Maintenant, si tu n'es pas communicateur de l'Union Sacrée, qu'est-ce que tu viens faire ici? Mais je suis en train de dire ceci. Il a dit des choses ici, en tout cas dangereuses. Je ne sais pas si vraiment Vital Kamerhe il a le temps de pouvoir enseigner à ses membres du parti ce que c'est l'État. Mon ami, vous dites ici que la question de la sécurité, il faut la prendre avec beaucoup de sérieux. Mais je vous dirais ici, c'est l'Union Sacrée qui la prend avec légèreté. Non. On J'avance. y va. Le journaliste Nathan, il est en train de dire ici que le chef de l'État lui-même, il a dit que seule l'armée burundaise qui est en train de respecter les accords. Moi, je ferai encore une liaison. Le chef de l'État lui-même, là-bas, face à la population, il a dit qu'il avait instauré l'état de siège parce que c'est la population qui lui avait demandé. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Aujourd'hui aussi, la même population lui a demandé de lever l'état de siège. Pourquoi il ne lève pas? Parce que visiblement, l'état de siège, il prend des décisions, et les chefs de l'État plutôt, il prend des décisions, non, conformément à ce que la population lui demande. Pourquoi lorsque la population lui avait demandé de prendre et de mettre l'état de siège, selon lui, il avait mis l'état de siège, mais aujourd'hui, la même population est en train de demander la levée de l'état de siège, il ne lève pas l'état de siège, au contraire, on est en train de proroger toujours l'état de siège. Ça, c'est un des deux. Et nous attendons les résultats de la table ronde. Écoutez, les résultats de la table ronde, c'est un secret de polichinelle. Parce que même au sein de la majorité, eux-mêmes, ils sont en train de le dire clairement que l'état de siège a échoué. De surcroît, aller à l'Assemblée nationale, lire les rapports de la Commission de défense et sécurité sur l'état de siège, vous verrez tout ce que nous sommes en train de dire sur ces plateaux ici. Donc, il n'y a rien de nouveau. Il dit ici encore que, sur la prorogation, plutôt, la prolongation du contrat avec l'EAC. Ah, mon cher ami, vous savez, l'EAC était venu ici avec une mission bien définie. Je vais peut-être vous rafraîchir la mémoire si vous ne savez pas. La première mission était celle du cantonnement du M23. Où en sommes-nous? Avant de pouvoir leur prolonger, la deuxième mission de l'EAC était de venir aider le gouvernement congolais à recouvrer son intégrité territoriale. Où en sommes-nous? Je prends seulement ces 2 missions parce que nous sommes à la fin. Maintenant, le chef de l'État, lui-même personnellement, combien de fois il s'est plaint sur les comportements de l'armée de l'EAC? Maintenant, au vu de tous ces éléments, qu'est-ce qui justifierait encore le prolongement de l'EAC au sein du sol congolais? Et puis encore, je vais plus loin. Le chef de l'État lui-même, vous avez vu des images et des vidéos. Il est en train de parler avec les commandants des opérations de l'EAC. Il s'est plaint visiblement. Les vidéos ont circulé. Ça voudrait dire que c'était un message fort qui disait qu'il n'était pas du tout content. Et il ne voulait plus de la présence de l'EAC. D'ailleurs, pour pouvoir montrer à l'EAC qu'il ne voulait plus de l'EAC, il a encore souhaité que la SADC puisse venir remplacer l'EAC. C'était ça les souhaits. Maintenant, on ne comprend pas notre ami, il est en train de dire ici. Il est en train d'expliquer tout simplement ce pourquoi l'EAC était venu ici, mais ils ne l'ont pas fait. D'ailleurs, l'EAC est venu nous humilier. Lorsque un chef d'État étranger, il est en train de déclarer que non, nous allons partir jusqu'à ce que vous serez en mesure de sécuriser votre population. Donc ça voudrait dire dans le sol congolais, eux, ils viennent quand ils veulent et ils partiront quand ils veulent. Alors que le sol et le sous-sol devaient être
au contrôle de nos forces et nos frontières devaient être au contrôle des forces de FARDC. Très bien, merci beaucoup. Je conclue en disant ici que je rappelle aux téléspectateurs, je ne suis ni de l'opposition, ni de la majorité. Ne te plains pas, je viens juste ici avec des analyses objectives. Très bien. J'ai dit tout simplement la vérité à la population. Non, je ne me plains pas. Je suis en train de faire un éclairage. Je suis en disant que concernant le gouverneur militaire, moi je pense que s'il vient à Kinshasa, il faut pas me mettre directement dans le dolo. Ba détenir oui. À Komakilombi certainement. Ce qui a ça en tout cas na lombango ba kumba na ndolo. Avant na kuna na ndolo. Et si kana eza kuna. Carnage ça na Goma. Et puis ayebisa bato a gère bazong sabataba na bango oui c'est malheureux bazongi sabaninga ata bobo te ba vidéo ngo wana en tout cas botika ata bango bozongi sabango ata bataba bobo mibande ko na bango botika bango ata bataba na bango balia bazongi sabataba na bango na bangombe na bango o izara ya bato est kuna. Merci beaucoup. Je l'ai dit toujours, les renouvellements de la classe politique, les rajeunissements du Parlement que vous chantez tout le jour doit commencer ici. C'est ici, les renouvellements de la classe politique. Ici, sur ce plateau. Ici, c'est sur ce plateau, les renouvellements de la classe politique. Parce que c'est sur ce plateau que je reçois de jeunes, comme notre ami Georges, Marlik, David. Ce sont de jeunes qui défilent ici. Si vous voulez être élu, parce que vous êtes jeune, vous voulez être élu, venez ici, on doit vous mesurer ici. Parce que ce plateau fera en sorte qu'on puisse mettre d'une part et d'autre les candidats députés, chacun débattre, surtout le jeune. C'est en tout cas ce que je compte organiser sur ce plateau de candidats députés. Venez ici, un débat contradictoire, ici, sur ce plateau. Merci beaucoup, cette émission est terminée. On se retrouve le samedi pour le deuxième numéro de votre magazine bi-hebdomadaire, Écho de l'école du communicateur. D'ici là, porte bien. Surtout, on attend la communication de Corneille Nangaa parce qu'il a promis se prononcer aujourd'hui le 7. Vous allez entendre ce qu'il aura à dire. À vous qui êtes venus, merci de votre présence. À vous qui nous avez suivis, merci de la confiance renouvelée à la chaîne de l'excellence et du professionnalisme. D'ici là, portez-vous bien et bonne journée chez vous. Au revoir.